Alors les amis, ça fait 2 émissions de suite qu'on commence avec un ton un peu plus sérieux et un peu plus dramatique. Malheureusement, comme vous l'avez vu dans la semaine qui vient de s'écouler, d'ailleurs si je dis pas de bêtises, c'est arrivé le lendemain de la dernière émission, on a perdu Bray Wyatt, malheureusement suite à un problème cardiaque, suite à un Covid long on va dire. Donc bien évidemment, cette émission lui est dédiée et comme vous le savez, on avait beau pas forcément être tout le temps d'accord sur les qualités in-ring de Bray Wyatt, c'est un débat qu'on a eu plusieurs fois à l'émission. On est tous les deux d'accord pour dire que malheureusement, ce qui lui est arrivé, c'est vraiment pas... ça fait très bête à dire, mais c'est vraiment pas cool et on a une énorme pensée pour Bray Wyatt et pour sa famille dans cette période qui est très compliquée. Voilà. Ouais. Ceci... à la gueule à tous ceux qui ont voulu faire du buzz sur cette histoire aussi. Ouais, on va pas... Je ne reviendrai pas sur le débat, mais voilà. On va pas revenir là-dessus, donc voilà, 36 ans, c'est quand même très moche. Il y a quand même eu des trucs très sympas avec lui, ça a quand même été un personnage qui a été très... Comment dire ? Ça se voyait que c'était un super gars en plus. Oui, effectivement, le côté humain avait tendance à ressortir. Ça, c'est, voyez, ça, c'est... Ça... Il y a beaucoup de vidéos de lui qui sont sorties où il allait voir des gamins qui attendaient devant les salles de spectacle les après-midi avant le show. Des trucs comme ça, il était pas obligé de le faire, il y en a beaucoup qui le font pas, et lui il allait voir les gamins volontiers. Alors que les gamins étaient pas forcément spécialement fans de lui, enfin juste, ils voulaient voir des catcheurs quoi, tu vois, ils avaient pas forcément de préféré en soi, tu vois, c'est juste, les gamins étaient super heureux, ils avaient des étoiles dans les yeux juste d'avoir un catcheur qui vient leur parler. Enfin, voilà quoi, donc c'est quand même... je trouve que, alors je sais pas quel était le degré de script, quel était le degré de naturel, mais dans la promo qu'il avait fait quand il était revenu, donc dans son dernier run, en fin de pay-per-view, je crois que c'était Extreme Rules, je dis peut-être une bêtise, où il a sorti une promo qui avait l'air en tout cas très sincère. Alors peut-être que c'est un très bon acteur, je sais pas, mais en tout cas voilà. Tout ça pour dire que Bray Wyatt va laisser un énorme vide parce que mine de rien, il avait un personnage qui était très marquant et je sais que beaucoup de personnes étaient fans de lui et de son travail, donc voilà, cette émission lui est dédiée. Je propose qu'on repasse à un truc un peu plus joyeux en attaquant tout de suite le programme de la semaine. En espérant qu'on n'ait pas chaque semaine des annonces comme ça, bien évidemment, parce que ça fait 2 semaines de suite et bon, ça... Sauf Vince McMahon. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Bon, on a quelques news WWE avec Payback aussi qui se rapproche ce week-end. On a des news sur Impact Wrestling, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé d'Impact Wrestling, sachant qu'ils ont un très gros show qui arrive et il y a pas mal de petits mouvements un petit peu là qui sont en train de se faire. Même si on reviendra sur le gros show Impact Wrestling millième épisode, on en reparlera la semaine prochaine. Donc on va pas parler des news particulières autour de ce show-là, mais on en parlera la semaine prochaine. Beaucoup de news sur AEW, bien sûr le gros sujet CM Punk et puis la carte de All Out. Ça c'est pour le programme de la journée. Je vais vraiment finir par le faire le jingle CM Punk, hein, parce qu'à chaque fois qu'on dit bon, c'est bon, on devrait être tranquille que... Oui, c'est vrai. C'est pas mal. C'est vrai, non mais on a vraiment à ce stade, c'est un running gag. Hein. Je le disais avant l'émission, CM Punk, en plus je reste fan. Alors, quand je dis je suis fan de son travail. Je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas comment il est dans la vraie vie. Je sais juste que les trucs qu'il fait professionnellement, je les apprécie. Après, je suis pas dans les coulisses. Je sais pas, je sais pas si c'est un monsieur qui est bien, mais voilà. Honnêtement, je suis fan du personnage en tant que catcheur. Je veux dire le catcheur du personnage, ou le personnage du catcheur, c'est selon. Mais voilà. Par honnêteté intellectuelle, je préfère le dire. Je ne sais pas du tout comment il est en vrai. Voilà. Comme je dis, moi toujours, je suis fan du catcheur et la personne de ce qu'on en voit, en tout cas, j'ai l'air d'avoir un petit peu plus de mal. Mais c'est vrai qu'on a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants non plus. Bah oui, en fait, là, ce que j'ai l'impression, on en reparlera sûrement après, mais j'ai l'impression que c'est surtout un mec qui est vraiment très... comment dire comment... Il a envie que les choses se passent comme il a envie, tu vois, c'est... Ouais, je pense qu'il est pas... C'est pas forcément quelqu'un qui est mauvais, mais je pense qu'il a pas forcément le recul de se dire que les trucs peuvent fonctionner... Pas forcément son point de vue, peut-être, ou... C'est ça. C'est ça. Après, encore une fois, on n'est pas une émission de psychologie et c'est déjà très compliqué de juger les news selon les infos qu'on a. Donc voilà, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure. Ouais, on va commencer. On va attaquer avec WWE du coup. Avec Bianca Belair qui a écarté des shows pour quelques semaines suite à ce qui s'est passé la semaine dernière avec Damage Control qui sont venus l'attaquer. Je crois que c'était à SmackDown, si je dis pas de bêtises. Elle est pas blessée, hein, elle est juste laissée au repos, voilà. Faut pas trop s'inquiéter. Et bon, son travail en fait des dernières semaines, derniers mois a été fortement apprécié. Et puis les officiels de WWE ont accepté de lui donner un petit peu de
repos et de mettre un petit peu la lumière sur d'autres talents, le temps de... Bah, en vrai, tu peux même remplacer semaine et mois par année, en fait. Hein. Je suis pas... J'ai un peu du mal avec sa gimmick, je trouve que c'est pas vraiment une gimmick de face, mais Moi, le boulot in-ring... enfin, de ce que j'en ai vu, parce que bien sûr, je suis toujours en retard un peu sur les shows, tout ça. De ce que j'en ai vu, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu des périodes un peu creuses quand même. Sur son règne et tout ça, quand elle était championne, tout ça, c'était pas ouf. Enfin, de ce que j'en ai vu, hein, toujours, j'ai l'impression qu'on en entendait beaucoup moins parler, par exemple, que de Rhea Ripley, tout ça. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. Ouais, non, bah, elle a fait un boulot carré. Après, forcément, elle a pas sorti des matchs de malade comme son match qu'elle avait contre Sasha Banks à Mania, mais elle est, je veux dire, elle est athlétique, le public l'apprécie. Enfin, tu vois, elle a pas fait de trucs. C'était entre guillemets, elle a pas fait le buzz, mais simplement parce elle faisait son boulot de façon carrée. Tu vois, il y a pas eu de trucs incroyables. Du coup, ça peut se comprendre qu'elle soit mise un petit peu au repos quelque temps, histoire, Bah oui, clairement. histoire bah, de Clairement. profiter déjà un petit peu de la vie, et puis aussi peut-être de se refaire un petit peu la santé, parce que bon, les catcheurs, finalement, on dit blessure, blessure, ils sont pas blessés, machin, mais au final, bah, ils vivent un peu toujours blessés, en fait, hein, parce qu'ils ont Bah, des hématomes, des machins, donc faut quand même se refaire un petit peu... il y a de temps en temps. il y a une scène qui est pas mal. Je sais plus si c'est dans le dernier ou l'avant-dernier épisode de la série Heels, où du coup c'est une série qui parle d'une petite promotion des États-Unis et on voit dans les coulisses. Et à un moment, bah justement, t'as le personnage qui est joué par la femme de CM Punk. Donc son vrai nom c'est April Mendes, Edgy Mendes, j'ai un doute. Ouais, où on voit qu'à un moment elle est obligée de carburer à l'ibuprofène non-stop parce que c'est très douloureux quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, en plus, il faut garder en tête que nous, entre guillemets, le public moyen, on voit les catcheurs 2 fois par semaine, et encore, des fois, on les voit pas dans toutes les émissions, donc on pourrait croire qu'ils sont entre guillemets en repos ou quoi que ce soit. Mais il faut pas oublier qu'avec ça, il y a les live events, qu'il y a toute la préparation derrière, il doit y avoir des heures et des heures de taf, ne serait-ce que pour enregistrer les vignettes. Des apparitions dans les médias, ou les interviews dans les radios, même si c'est... Je veux dire, c'est de la fatigue morale aussi. Ah oui, non, mais C'est un peu un cumul de tout. j'en parle souvent de l'émission, de ma propre expérience, mais rien que pour 2 heures de commentaires, on va dire, sur un gala, il y a facile 3-4 heures de préparation avant, et je finis une journée où j'étais en gala, je suis en PLS. Et encore, le fait de commenter, c'est pas le boulot le plus compliqué. C'est un boulot qui est compliqué aussi, hein, pas n'importe qui peut le faire, mais c'est pas le boulot le plus compliqué de la chaîne en fait. Quand on voit les personnes qui catchent ou oui, les personnes qui catchent d'ailleurs, c'est encore autre chose parce que quand t'as la préparation physique, tu dois vraiment avoir une hygiène de vie qui est très compliquée. C'est pour ça qu'on a beaucoup vanné certains catcheurs par le passé qui par moment n'avaient plus la même hygiène qu'ils avaient eu à une époque. C'est très compliqué et c'est pas juste 2 jours par semaine comme on le voit à la télé, c'est vraiment quasiment du non-stop, non-stop, non-stop quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, d'autres infos WWE, il n'y en a pas beaucoup hein, pour ce soir, mais on en a quand même quelques-unes avec Brian Pillman Jr. qui a débuté son travail avec NXT. A priori, il a officiellement signé avec WWE, même s'il n'y a aucune annonce officielle qui a été faite. Mais en tout cas, Brian Pillman Jr. est du côté de WWE maintenant, suite à son départ à EWE il y a quelques semaines, quelques mois même. Il n'y a aucune pression pour le faire débuter à la TV rapidement. En fait, l'idée, c'est ce qu'il sente bien et qu'il s'adapte à son nouvel environnement de travail, parce que mine de rien, ça change un petit peu, je pense, déjà de style de catch, parce que AEW et WWE font pas forcément tout à fait le même style de catch, même si ça reste de la télé américaine et faut, je pense, s'adapter assez facilement. Mais voilà, faut le laisser un petit peu tranquille et on va probablement le voir débuter d'ici quelques temps. Moi, je Oui, qui est Brian Pillman Jr. à AEW, c'est. oui, bah, Est-ce qu'ils vont jouer sur la Legacy de Brian Pillman? Je sais pas après, mais ça c'est une autre question. non, bah, je l'aime bien en fait. Il fait partie des talents que tu voyais en pointillé à AEW, mais après, je suis surtout curieux de voir ce qu'ils vont faire avec lui en fait. Moi je suis très C'est curieux de voir ce qu'ils vont jouer sur la Legacy Brian Pillman quoi. En fait, c'est surtout ça qui m'intrigue. Après, ce qui est marrant avec lui quand j'y pense, c'est que c'est un des rares catcheurs qui, c'est bizarre parce que je regarde quand même pas mal de shows, mais c'est un des rares catcheurs dont j'ai pu voir la carrière entre guillemets évoluer plus ou moins en temps réel. C'est-à-dire, je l'ai vu à la MLW, ensuite je l'ai vu à la EW. C'est assez marrant à suivre de l'extérieur en fait. Alors qu'au final, il doit être vraiment très jeune. Je pense qu'il doit même pas avoir, il doit même pas avoir mon âge, tu vois. Donc, Je sais pas quel âge il a Pillman. Pillman Junior, il est de 93. voilà. Donc, Il va faire il a, dans quelques jours d'ailleurs. il a 30 ans, ouais.
Donc c'est-à-dire que je le connais, si je calcule bien à peu près, enfin je le connais. Je suis sa carrière plus ou moins, ça va faire... ça va faire 5 ans à peu près. Attends déjà. Hein. Ouais. Bah c'était le fin de son run pour être honnête. Hein. Mais oui, non, ça fait quasiment 5 ans quoi. Il y avait MJF aussi, la MLW. Ouais. Et ils ont fait passer pas mal de monde à MLW. J'ai regardé un show là de l'année dernière, du mois de mars, avril, je sais plus, de 2022, avec Bandido à la MLW. Tu vois, enfin, moi c'était le moment où la Ring of Honor se cassait la gueule, quoi, tu vois, mais et du coup tous les talents Ring of Honor fallait qu'ils aillent un peu à droite à gauche, mais ouais, des trucs de fou, quoi. Ouais, la MLW, ils ont fait des trucs sympas. Après, ils sont pas toujours ici. J'ai été un peu déçu. Ils ont essayé de faire un espèce de revival de Lucha Underground. Ouais, c'était. Mais mais pas. Enfin, Lucha Underground, c'était entre guillemets, c'est ce qu'on appelle un éclair en bouteille en fait. C'était les circonstances qui étaient particulières, mais ça fonctionne pas forcément aussi bien ailleurs, quoi. On dépensait sans compter, quoi. Oui, et puis c'est ce qui les a. Ah bah Voilà. totalement. Autre retour, enfin, ou arrivé, peut-être WWE et NXT, parce que là on parle plutôt d'un retour. Les Authors of Pain, qui apparemment ont signé avec WWE l'an dernier. Il y avait déjà eu des rumeurs depuis au moment où c'était un peu sorti. C'était un peu juste avant que Vince McMahon, qui est toute l'affaire Vince McMahon qui explose et tout ça. Je crois que c'est une des dernières signatures de Vince McMahon d'ailleurs. Et les Authors of Pain qui a priori sont sous contrat du coup depuis cette date-là, ils n'ont toujours pas débuté. Il y a des discussions a priori pour qu'ils débutent au mois de septembre à NXT. Donc voilà. Ça marchait pas du tout sur moi, les Authors of Pain. Ah moi j'aimais beaucoup, moi j'aimais bien. Ouais, moi je trouve qu'en fait c'était des catcheurs qui venaient des années 80 mais qui avaient pas évolué en fait. Ouais mais je sais pas, moi j'aime bien les teams un peu baraques comme ça, je trouve ça manque, il en faut une je trouve. Ouais, je suis pas fan. Une team de deux gars costauds qui démontent un peu tout le monde et tout, moi je trouve ça manque. Ouais, non, je sais pas, je suis pas fan. Ils sont assez jeunes hein, les deux catcheurs et tout, donc il y a moyen de les... Enfin, s'ils ont vraiment du potentiel, il y a moyen de faire quelque chose quoi. Ouais, je suis pas fan. Je vais pas. Je les vois bien avec les Creed, hein, maintenant qu'ils ont fini un peu leur arc storyline et qu'ils sont réintégrés à NXT là. Ouais, alors punaise, elle était tellement pétée cette storyline avec les Creed. C'est Le chantage était génial par contre. Ah oui, non, mais la qualité de ring est là, mais c'est juste que ça a aucun sens de faire une rivalité aussi tu perds. Entre guillemets, t'es obligé de partir si 2 semaines après, tu vois. C'est pire que le coup qu'ils avaient fait avec John Cena masqué. Ouais. Enfin, c'est. Ouais, moyen. Rowan Cena, ouais. Bah justement, tu peux bien la transition avec John Cena qui est annoncé au retour de SmackDown. Je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière déjà. Mais il y a d'autres informations qui sont sorties sur cette affaire-là. Si on peut dire que c'est une affaire, hein, je sais pas, c'est pas vraiment une affaire, sur le dossier on va dire. John Cena du coup qui sera présent à chaque SmackDown de septembre et octobre, donc il sera jusqu'à la fin du mois d'octobre avec WWE, excepté le 8 septembre puisqu'il sera en Inde pour le show Superstar Spectacle qui sera bien sûr un live event. A priori, on sait toujours pas en vrai, hein. Mais a priori Superstar Spectacle, il faut pas s'attendre à ce que ça débarque sur le network, etc. Même si ça parle peut-être d'une diffusion localement en Inde et peut-être du coup que le show sortirait. Si jamais il y a vraiment une diffusion en Inde, tu peux être sûr que sur internet le show il va se trouver. Mais du coup ça serait un peu con de pas le mettre sur le network, tu me diras. Mais bon voilà, enfin, c'est après des accords commerciaux aussi avec la chaîne de télé locale en Inde et tout peut-être. Il fait que le show peut pas être sur le network ou alors il y sera dans quelques temps. Bah, en vrai, si le show devait être diffusé, je pense qu'ils auraient fait la promo. Hein. Là, il est dans une semaine, ils en ont pas parlé, donc. Là, il Ça, est que localement, mais c'est pareil, l'info serait sortie sur internet, je pense. Donc, parce que maintenant. oui. Je crois, non. On va partir du principe que, sauf modification, c'est un haut show, quoi. Exactement. Exactement. Du coup, on peut parler un petit peu de la carte de Payback avant d'enchaîner sur Impact Wrestling. Il n'y a pas grand chose à dire sur Payback. Hein. Il y a 6 matchs annoncés. Ça a l'air d'être quand même relativement un petit pay-per-view WWE, mais on sait jamais. On sait jamais. Des fois, les pay-per-view où il n'y a pas trop d'attente, des fois, c'est là où il y a les meilleurs matchs et des fois où il se passe des grosses dingueries. Donc, on sait jamais. Match annoncé entre Becky Lynch et Trish Stratus dans un Steel Cage match. C'est un match qui doit avoir lieu depuis plusieurs semaines. Et on a l'impression qu'ils savaient pas trop à quel moment le placer. Finalement, ils ont décidé de le foutre à Payback, histoire de conclure un petit peu tout ça. Et ça va probablement conclure la rivalité, je pense, parce que ça dure quand même depuis pas mal de temps. Je suis surtout curieux de savoir si le run de Trish va continuer après ça, en fait.
Parce que, bah, en fait, c'est bête à dire, mais maintenant, comme on l'avait dit la semaine dernière, je crois, elle est niveau là en temps plein, quoi, en fait. Donc, A priori, je crois qu'elle avait signé un contrat d'1 an quand elle était revenue, donc hmm. ça pourrait. Ça avait été dit, je crois qu'elle avait signé un contrat d'1 an à plein temps, je crois. Après, je suis surpris parce que Payback, c'est pas non plus, enfin, tu vois, un match entre guillemets autant high profile, je l'aurais plutôt vu justement dans un plus gros pay-per-view, en fait. Surtout qu'on doit avoir les Survivor Series dans pas si longtemps, si je dis pas de conneries. Bien WWE faire de Trish Stratus championne bientôt. Hein. Ils en sont totalement capables. Hein. Ouais. Ils vont le faire. Hein. Ils vont très probablement le faire, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, faut voir. Je suis pas étonné que lors du run de Logan Paul, il ait pas donné un titre. Hein. C'est parce qu'il y avait Roman Reigns qui avait les 2 ceintures à ce moment-là. Parce que sinon, Logan Paul, il aurait une ceinture. Hein. C'est sûr. Hein. Non, je sais pas. Et de toute façon, Logan Paul, il est encore sous contrat, non? Officiellement, non. Ah, d'accord, ok. Il avait son contrat, il était sur un an, je crois. Hein. Pareil. Hein. Et je crois qu'il a fait son année de contrat, je crois. Ok. Et lui, vu que c'est Monsieur Buzz, je suis pas sûr qu'il. Je pense qu'il a juste fait ça un peu pour le fun, fait son année WWE peut-être. Pas sûr qu'il revienne, mais après WWE, ils ont fait un bon coup, hein, je pense, de l'avoir en vrai. Bah là, j'avoue. Pas mal de fans, hein, je pense. J'avoue que les contrats de WWE, c'est un peu compliqué pour moi. Des fois, t'as pas mal de news justement sur des. Bah, genre le Ronda Rousey qui reste un an par-ci, un an par-là. Ronda Rousey, là, c'est terminé, a priori. Hein. Ouais, bah oui, mais bon. Est-ce qu'elle re-signerait pas et qu'elle reviendrait peut-être Hmm. Non, ouais, non, c'est pas. C'est un peu. Disons que, bah après, j'essaye de garder un peu la tête en dehors des news parce que je veux garder une espèce de fraîcheur quand je regarde les shows. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre, du coup, de te dire ah oui, mais machin est plus là depuis combien de temps ah oui, c'est peut-être le con. Enfin, tu vois. Ouais. Apparemment, pour Roderick Strong, moi, ça m'avait totalement étonné parce que l'info comme quoi son contrat était fini, elle avait jamais filtré, quoi. Ouais, bah oui, non, mais même, tu regardes, là, je me faisais la réflexion il y a quelques temps, c'était avant que Piper Niven réapparaisse avec l'angle du titre par équipe. On l'avait plus vu depuis des semaines, si ce n'est plus. Vraiment malade avec le Covid et tout, donc. Il y avait maintenant c'est Indy Hartwell qu'on voit quasi plus. Gargano, je sais pas s'il est encore blessé. Enfin, tu vois. Ayladon et merde, comment il s'appelle hein, quel nom ils lui ont donné à Kaylee Ray, je sais plus. Alba Fire. Alba Fire, voilà. C'est vrai, on les voit plus depuis qu'elles ont perdu les titres, on les voit plus. Ouais, non, tu vois, c'est. Après, encore une fois, ils ont quoi? Ils doivent avoir des centaines de catcheurs sous contrat et bah forcément. C'est vrai que des fois, il y a certains qui passent un peu aux oubliettes et. Ouais. Des fois, pour certains, c'est un peu dommage quand même, mais. Après, comme on dit souvent, c'est beaucoup de place pour peu de place pour beaucoup d'appelés, tu vois, donc. Mais je pense que ça a quand même tendance à être un peu mieux. C'est juste que. C'est vrai qu'il y en a quand même certains qui sont mis un peu de côté et bon, ben, je sais pas trop. Après, pour les relancer, des fois, c'est un peu compliqué aussi. Il faut trouver la bonne idée, du coup. Parce que tu peux pas les relancer comme ça d'un coup, donc. Oui, et puis c'est pareil, même si tu peux pas te permettre d'avoir. Enfin, c'est très compliqué entre guillemets aussi à booker. Booker un show de catch, c'est un cauchemar. Honnêtement, c'est un cauchemar. Alors booker tout un programme hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire, Attends, non, attends. Attends, non, le pire c'est que j'ai une bêtise. Parce qu'on a Raw, SmackDown, NXT, NXT Level Up, Main Event. Peut-être un peu à part, mais. Oui, non, mais ça fait partie aussi d'un show à booker. Même si t'as 2 matchs, c'est un show à booker. Main Event. Pareil, c'est un peu le show. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Des catcheurs que tu sais pas trop quoi faire de la. Oui, mais même. Ce qui nous fait du 3 heures avec Raw. SmackDown, ça nous fait donc 5 heures. 7 heures avec NXT. 10 heures de catch par semaine. C'est très compliqué. C'est déjà très compliqué de faire une heure par une heure. Alors 10 heures, Ça fait 13 heures. oui, en plus. Même plus. Ouais. Des fois, c'est les. Ouais. Oui, non, bien sûr, c'est dur, hein, c'est dur. Après, heureusement qu'ils sont plusieurs et tout, et voilà, mais... Oui, bien sûr, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est assez déroutant. Je fais souvent l'analogie par rapport à des séries télé. Mais des séries télé qui ont un casting si important que des fois, tu vois pas de personnages pendant quasiment une saison, il y en a peu, quoi. Il y en a peu. Les séries télé, elles ont pas 13 heures de programme par semaine. Hein. Oui, aussi, oui. Et à la rigueur... C'est un épisode par semaine, voire un épisode par jour, mais quand c'est un épisode par jour, c'est des épisodes de 20 minutes. Donc ils ont au max, ils ont 2 heures de programme par semaine, quoi.
Bah après, bon, je suis désolé, la référence va être totalement foireuse et moisie pour certains. Mais là, pendant mes vacances, avec ma moitié, on s'est retrouvé enfin, elle s'est retrouvée, donc je me suis retrouvé par soutien, à regarder l'ancienne série allemande, là, Le Destin de Lisa. Le truc en. Non, bah attends, le pire. Bah non, figure-toi, bah en fait, le truc, c'est pas compliqué. C'était la journée vacances, donc le matin, c'était Le Destin de Lisa. Ensuite, c'était la série Buffy contre les vampires. Ensuite, c'était Charmed. Alors, Buffy, forcément, ça a très bien vieilli. Par contre. Les effets spéciaux de Charmed de. Oui, voilà, oui. Mais le destin de Lisa a mieux vieilli que Charmed, quand même. Ah bah oui, ça m'étonne pas, les effets spéciaux Charmed de. Tout ça pour dire que le destin de Lisa, on avait regardé, je crois, en 2 ans, ils ont fait 700 épisodes ou un truc du style. Ah ouais, donc. Il y a 20 épisodes par jour, ça, c'est une dinguerie. Ouais. Bah, c'est pas compliqué. Après, on a commencé à regarder tous les historiques des soap opéras, les All My Children, les feux. Enfin bref, c'est. Tout ça pour dire que c'est peut-être le seul truc qui peut être plus ou moins comparable au rythme d'un truc de catch, en fait. Ouais. Bon, on enchaîne avec la carte de Payback, il y a encore d'autres matchs, il n'y a pas que le Steel match. Seth Rollins qui va défendre le WWE World Heavyweight Championship contre Shinsuke Nakamura, qui a enfin relancé quand même dans un programme un peu intéressant, lui qui est en pré-retraite depuis quelques années. C'est déjà pas mal. Après, ouais, on aime pas, mais au moins il fait quelque chose. Ouais, non, bah j'aime bien, mais c'est juste que, comme je disais avant l'émission, c'est que c'est le. Comment dire? C'est le challenger de transition, il y a très peu de chances qu'il gagne le titre. Enfin, après, je peux me planter, j'espère me planter dans un sens, mais il y a tellement peu de chances qu'il gagne le titre, tu vois, c'est un peu. C'est le challenger de transition qu'on a fait tourner il, entre guillemets, vite fait, pour le faire passer entre 2 gros challengers, quoi. Je sais pas à qui ils vont filer le titre de Seth Rollins en vrai après. Je vois pas Damien Priest gagner le titre, bizarrement. Franchement, je sais pas. Non, Damien Priest, ça va partir en couille avec Finn Balor à un moment ou un autre. Ouais, je sais pas. Ça commence à partir un peu en couille, là. Leur clan de Judgment Day, là, c'est en train de partir un peu en couille. Non, franchement, je sais pas. Je vois pas trop, en fait, qui va aller prendre le titre à Seth Rollins, en vrai. Je sais pas. Bah, on n'a pas vraiment de... Franchement, honnêtement, je suis en train de me demander s'ils vont pas finir par filer le titre à The Miz. Pour la rivalité avec LA Knight. Pour qu'LA Knight aille chercher le titre sur The Miz, peut-être. Non, The Miz est pas assez recrédibilisé pour l'instant, ça, je pense pas. Bah, peut-être qu'ils vont le reconstruire, hein, ça peut... Survivor Series ou une connerie comme Bon, par contre, un truc qui est vrai, c'est que son imitation de LA Knight au dernier Raw, elle était énorme. Bah, d'ailleurs, les 2 hommes vont s'affronter lors de Payback, hein, évidemment. Transition, t'as vu ce travail? Transition. Voilà, c'est ça. Et oui, j'ai vu, c'était drôle. Bah, il avait, du coup, ils ont fait une compile de The Miz qui imite les autres catchers. Il avait déjà imité The Rock, il avait imité John Cena. C'est drôle. Là, pour LA Knight, c'est incroyable, il avait exactement la même voix, en fait. Franchement, il est vraiment très fort. Des fois, je me demande si c'est vraiment, on leur file l'idée et le mec, genre, il survalide et du coup, il appuie encore un peu plus le truc. Ou si c'est lui qui propose ce genre de conneries ou entre ça, tu vois. Des fois, j'en arrive à me dire... Ça doit y avoir un peu des deux, peut-être, hein. Oui, bah après, je pense qu'ils commencent à... Enfin, comment ils commencent? Ils connaissent les talents des gars. C'était ce qui est arrivé à l'époque avec John Cena, si je dis pas de conneries. Ils ont commencé à le faire rapper devant les caméras parce qu'ils s'amusaient à taper des freestyles dans les coulisses. Avec Rikishi, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Un truc du genre. C'est possible. C'est possible. Je crois qu'il venait souvent aussi. Je crois que c'était Tajiri aussi. Il y avait un truc avec Tajiri. Il y avait une histoire de Sina Tajiri aussi, je crois. Enfin bref, ouais, non, c'est... Il y a toujours un peu de vérité aussi dans tout ce qui est fait un peu sur les écrans. Donc c'est vrai que... on sent que c'est très très à l'aise, quoi. Donc du coup... Bah c'est pareil, hein. Quand tu regardes, on parlait avant de l'émission des catcheurs qui étaient là depuis des années. Lui, c'est un pilier maintenant. Ouais. C'est... Il revient de très loin, et puis Ziggler aussi, par exemple, qui est là depuis très longtemps, c'est pareil, il revient de très très loin, quoi. Quand tu vois de quoi il est parti... Après, honnêtement, considérant le fait qu'ils ont jamais vraiment été virés ni quoi que ce soit, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils reviennent de loin? Tu vois ce que je veux dire? Oui. On peut ne pas être fan de leur travail au départ ou... Du coup, ils sont partis, ils auraient pu être virés assez tôt dans leur carrière, quoi. Oui, effectivement, oui. Mais le terme revenir de loin, tu vois, c'est pas...
comment dire, j'aurais plus tendance à utiliser ce genre de terme, par exemple, pour des Cody Rhodes, des Drew McIntyre, tu vois. Ouais. Parce que si tu restes à WWE, ne serait-ce, même si c'était dans un rôle qui est pas récurrent, enfin, tu vois, quand t'es à WWE, t'es à la WWE, au final. D'ailleurs, en parlant de rester à la WWE, il y a Dominic Mysterio qui a dit en interview que lui, il était là depuis 18 ans à la WWE. Ça m'a fait beaucoup rire. Pour dire, je sais pas quoi, enfin, qu'il voulait la longévité de la carrière de Rey Mysterio, il dit, bah, de toute façon, moi, ça fait déjà 18 ans que je suis là, donc au final, je suis pas très très loin. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est tellement débile comme réflexion que du coup, c'était très drôle. Ah, mais faudrait que je fasse un mème où tu vois Dominic Mysterio avec un truc genre la légende. Dominic Mysterio, s'il fait pas une promo avec les maudits Big Dad pendant 2 émissions, il va pas bien. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. C'est les 2 personnes avec qui je peux plus niveau promo à la WWE, c'est Dominic Mysterio et Jey Uso. Dominic Mysterio, j'ai l'impression qu'il te fait toujours la même promo, et Jey Uso, s'il fait pas une promo en gueulant, t'as l'impression qu'il va mourir. Bon, autre match, du coup, Rhea Ripley qui va défendre le WWE Women's World Championship contre Raquel Rodriguez. Les 2 anciennes, quasiment meilleures amies de NXT. Plus du tout amies, en tout cas, sur les écrans. Bah, Rhea. Je pense que ça risque d'être assez costaud comme match, ça va vraiment être intéressant, je pense. Disons que c'est des confrontations de catcheuses, tu sais, des gabarits de catcheuses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir s'affronter, et je pense du coup ça peut être très intéressant. Ah, je pense que Rhea va gagner, mais j'aime bien, je trouve que la rivalité, elle est assez sympa. Et ils ont réussi à faire un truc qui est assez, on va dire, divertissant. Je sais pas trop comment tourner le truc, j'ai pas les bons mots qui viennent, mais ouais, non, sympatoche, la rivalité en tout cas. Rey Mysterio, Austin Theory pour le WWE United States Championship, détenu par Rey Mysterio depuis quelques semaines. Qui, c'est la suite de la rivalité, hein, globalement. Pas trop quoi penser de ce match. Est-ce qu'ils m'ont redonné le titre à Austin Theory, c'est possible? Bah, j'ai l'impression que Theory a pas fonctionné aussi bien qu'il l'aurait voulu, donc ça me surprendrait qu'il regagne le titre, à moins qu'ils le veulent le faire gagner de façon entre guillemets vraiment pour lui donner un truc un peu plus crédible qu'après son match contre Cena, je sais pas. Il y a autre match qui peut-être, non, je pense que ça sera Seth Rollins Shinsuke Nakamura le main event, mais ça pourrait être ce match-là aussi. Kevin Owens Sami Zayn contre le Judgment Day pour le Steel City. C'est un Steel City Street Fight match pour les Raw Tag Team Championship. Donc c'est un Street Fight, un Steel City, c'est parce que c'est à Détroit. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Pour les titres Tag Team de Raw et de SmackDown, du coup, qui sont toujours détenus par Owens et Zayn. Ils ont toujours les 2 titres Tag Team. Ça risque d'être intéressant, surtout le fait de mettre un Street Fight, Owens Zayn dans un Street Fight. Ouais, non, je pense que Owens et Zayn vont conserver. Je pense aussi, parce que je pense que c'est en train de partir en couille entre Balor et Damian Priest. Ouais, mais non, s'ils te font ça, c'est qu'il va se passer un truc. Et le partage en live est trop évident. Ou à la rigueur, mais alors, je pense que je vois trop loin, c'est il y aura un plot twist, genre du coup McDonough qui rejoint Judgment Day, mais Balor qui est éjecté, enfin un truc du genre. Ils gravitent un peu autour là depuis quelques semaines. Ouais, ils semblent avoir repris leur plan d'il y a quelques mois en arrière. J'ai vu ça. Donc voilà, c'est tout pour WWE. Cette semaine, il n'y avait pas grand chose en soi, il n'y avait pas trop d'infos. Disons qu'AEW a un peu pris le spotlight cette semaine. Il y a eu beaucoup de choses du côté d'AEW. Impact Wrestling rapidement, juste avant d'attaquer le gros pavé sur AEW, on a quelques petites infos sur Impact Wrestling qui tenait aussi un gros show le week-end dernier. Bon, un gros show, c'est un pay-per-view sur leur network aussi, parce qu'ils ont aussi leur network. Et du coup, il y avait quand même aussi ça, il y a en plus de All-In, etc. Bah, All-In était en après-midi pour nous, enfin en début de soirée. Et Emergence, le show d'Impact Wrestling était dans la nuit, du coup. Ouais, alors... Qui ont vaincu Subculture et qui ont remporté les Tag Team Championship d'Impact Wrestling. C'est un peu le seul truc vraiment très très important qui est sorti d'Emergence. Non, j'allais juste dire, j'avais un flashback traumatique de la seule fois où on avait enchaîné, on les avait matés ensemble d'ailleurs, si tu te rappelles, on avait enchaîné un pay-per-view TNA, enfin Impact, et après un pay-per-view WWE. Ouais. C'est pas flatteur pour Impact. C'est pas flatteur. Ouais. Bah, disons que du coup, tu relativises d'un seul coup le show WWE, il est très très bien. Non, c'est après... que des fois, bon, Impact Wrestling, c'est vrai que la qualité prod, ouais, des fois. Et justement, il y a une news comme quoi qui dit que Impact Wrestling va augmenter sa qualité de production. Ils vont faire une upgrade assez importante de leur qualité de production. Je pense que surtout, en fait, ce qui s'est passé avec Impact Wrestling, c'est qu'ils avaient besoin vraiment de se reconstruire. Parce qu'ils étaient vraiment dans une catastrophe à un moment. Vraiment, c'était horrible.
Et je pense qu'ils ont voulu solidifier leur roster, avoir un bon gros roster, c'est le cas maintenant. Ils ont des bonnes alliances avec les compagnies qu'il faut, notamment NJPW. Et je pense que du coup, maintenant, ils vont se concentrer un peu sur autre chose. Je pense que ils font dans l'ordre un peu des choses. Je pense d'abord solidifier un peu les catcheurs qu'ils ont sous contrat, etc. D'ailleurs, ils ont signé des contrats à longue durée pour certains, notamment Moose. Sachant que Impact Wrestling, ces derniers temps, il signait des contrats d'un an, 2 ans, et à chaque fois, les talents, tu les voyais 1 an, 2 ans, et après, ils se barraient. Donc, c'était très dur d'avoir des continuités. Et là, ça bouge pas des masses le roster. Bon, on a quelques arrivées, tout ça, mais il y a pas tellement de départs en fait. Du coup, ils ont quand même, ils commencent à avoir une bonne base. Et là, je pense que maintenant, du coup, ils ont décidé de mettre un peu d'argent sur la prod et ça risque d'arriver, je pense, pour le millième épisode d'Impact Wrestling. S'ils sont intelligents, ils vont augmenter leur qualité de prod à ce moment-là, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de monde qui va regarder ce show-là. Et s'ils sont assez intelligents, ils mettent un petit peu ils montent la barre d'un cran, on va dire, à ce moment-là. Ouais, bah j'ai été souvent une des personnes les plus aptes à vanner Impact Wrestling parce que j'ai. Des fois c'était un peu facile, je le reconnais, mais c'est vrai qu'effectivement, niveau roster, dans l'absolu, comme le seul problème, entre guillemets, problème, c'est un bien grand mot que j'ai avec eux aujourd'hui, bah, c'est cette production value qui est vraiment. Encore une fois, le dernier show que j'ai regardé, je crois que c'était le premier Multiverse United, donc maintenant ça commence quand même à remonter. Mais, enfin. Comment dire? Alors, ça va peut-être être très dédaigneux ou très hautain ce que je vais dire, mais quand je regarde un show, je voudrais voir un truc qui m'a l'air un peu plus haut level que les choses sur lesquelles moi je bosse en fait. Parce que dans l'absolu, c'est pareil, des bons shows en France, et je vais pas forcément prendre le cas de ma promotion parce que ça ferait très prétentieux encore une fois, mais d'autres promotions. Il y a des bons des bons workers. Mais voilà, c'est pour ça, à mon sens, par exemple, que on en parle souvent aussi pendant l'émission de la Bodyzoy. Pour moi, c'est pas que grâce au talent de leurs workers qu'ils ont réussi. C'est parce que derrière, ils ont vraiment un travail technique que tu vois pas beaucoup dans les promotions européennes, en tout cas francophones. Donc voilà. Le roster est bon pour Impact, mais pour moi, c'est mal présenté. Pardon. C'est mal présenté, du coup, j'accroche pas. Bah, on espère qu'ils vont continuer. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont quand même dans la bonne voie, et on espère en tout cas que ça va. Ah oui, clairement. Après, comme dit, ça se trouve, je vais probablement regarder pour voir si vraiment il s'avère qu'on dit qu'ils ont vraiment monté de level. Et... Parce qu'ils étaient tellement bas, mais vraiment, mais t'imagines même pas, quoi. Ah bah. Je suis pas loin de la faillite, hein, vraiment. C'était vraiment. À un moment, tout le monde a cru que c'était fini, presque. Non, mais comme dit, ça fait quand même des années que je suis, même si je regarde pas les choses, j'ai toujours suivi l'évolution du truc. Et oui, effectivement, ils ont eu. Eux, leur carrière, entre guillemets, a été des grands 8. Oui, bah oui, clairement. Oui. Ils ont eu une très très mauvaise période. En tout cas, du coup, le roster qui se solidifie avec le retour de Jordynne Grace qui va faire son retour au sein de la compagnie lors de Victory Road le 8 septembre. Donc prochain gros show Impact Wrestling. Alors, je sais que tu vas dire que c'est une obsession chez moi, mais il s'avère que Jordynne Grace, comme pas mal des personnes du roster de la TNA, Impact Wrestling, c'est-à-dire à quel point je suis un peu la masse, joue dans la série Heels en fait. Ils jouent des catcheurs. Mais ils jouent mal. Alors je sais pas si c'est... mais c'est peut-être le fait justement de les voir entre guillemets plus naturels dans les shows de catch, mais quand tu les vois dans Heels, ils surjouent, c'est une catastrophe en fait. D'ailleurs, Heels, c'est marrant parce que, en gros, sans trop raconter l'histoire, mais un truc qui m'a fait mourir de rire, dans l'histoire de la série, t'as deux promotions, entre guillemets. T'as la DWL, qui est la fédération que tu suis, qui est, entre guillemets, la fédération dont tu suis l'histoire. Et dans l'univers de Heels, t'as une autre promotion qui s'appelle la Dystopia, qui est censée être une fédération plus grosse, avec plus de moyens. Et ce qui a mourir de rire, c'est que dans la première saison, quand ils te montraient des clips de ce qu'était censé être la Dystopia, en fait, c'était des clips de la TNA et de l'Impact Wrestling. Ce qui fait que t'avais vraiment des salles, des fois, avec des milliers de personnes. Et dans la saison 2, t'as plus de scènes qui se passent vraiment à la Dystopia. Mais du coup, c'est marrant parce que c'est un truc qu'ils ont recréé et t'as plus du tout le même public, en fait. Ouais. C'est vraiment, ça crée un effet... C'est marrant parce que du coup, ça fait vraiment un parallèle avec la Impact.
qui à un moment était devenue vraiment entre guillemets plus ou moins la seconde grosse promotion, et qui avec le temps est devenue beaucoup plus petite en fait. C'est assez marrant à regarder. Je sais que c'est très, ça doit être très très obscur ce que je dis pour ceux qui regardent pas Heels, mais franchement regardez, c'est vraiment très sympa. Et il y a du coup, Jim, vas-y, tu voulais rajouter un truc. non, je vais juste dire que justement de façon assez marrante dans Heels, il y a CM Punk qui joue, mais qui lui joue bien du coup. Dernière grosse annonce d'Impact Wrestling qui a annoncé, ça va probablement attirer des fans, le retour de Will Ospreay au sein de la compagnie pour Bound for Glory le 21 octobre. Sachant que Will Ospreay va devenir free agent très très bientôt. Son contrat avec NJPW expire. Et il a dit qu'il ouvrait les portes à toutes les propositions. Le mec est très très chaud. On sait pas où il va finir, mais WWE, ça me semble peu probable. AEW me semble une possibilité. Impact Wrestling, ça me semble peu probable qu'ils aient l'argent. Juste pour le booker pour un show ou deux, voilà, ils pourront le faire, mais ça me semble peu probable qu'ils aient de... Bah ouais, comme dit, de toute façon, vu que les 3/4 du temps, maintenant, quand t'as ce genre de truc qui arrive, sauf exception où il signe Impact, il signe la AEW, donc... Ou alors il va reprolonger avec NJPW, et puis ça mettra... Oui, mais on le reverra quand même à AEW, on le voit... Enfin, c'est bête à dire, mais on le voit régulièrement quand même, hein. Ouais. Puis, bah, Impact Wrestling, c'est pareil, enfin, il a déjà fait des piges, il va revenir. Ouais, non, j'ai pas... Comme Impact Wrestling a aussi des partenariats avec NJPW, voilà. Ils sont assez ouverts, NJPW, hein, globalement. D'avoir leurs catcheurs qui vont un peu ailleurs. Il y a Okada qui était parti à la Noah, et pourtant la Noah, en plus, c'est une compagnie japonaise. Donc ils pourraient très bien fermer la porte en disant nous on garde nos talents, on veut bien qu'ils aillent à l'étranger, mais pas chez d'autres compagnies japonaises. Ils sont quand même relativement assez ouverts, la NJPW. C'est un peu une autre manière de voir les choses, on va dire. Je te propose qu'on... Ouais, j'allais dire, on va aussi un peu augmenter le régime parce qu'on a pas mal de news et puis on va peut-être essayer de finir. Il y a pas mal de choses, il y a surtout un gros pavé sur CM Punk. On a 4-5 petites infos avant d'attaquer le gros pavé sur CM Punk, puis on attaquera un petit peu rapidement la carte de All Out aussi qui a lieu ce week-end. Allons-y alors. Samedi et l'autre dimanche. Allons-y. AEW, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur All In avec tous les changements de titres, etc. Les records qui ont été battus lors de All In, les annonces qui ont été faites un petit peu. The Acclaim des Billy Gunn qui ont vaincu la House of Black lors de All In pour remporter les Trios Championship. D'ailleurs, Trios Championship qui ont un nouveau design depuis Dynamite hier soir. Alors, c'est pas tant un nouveau design qu'un design custom. Il y a une nuance. Oui. Mais je sais pas ce que tu penses du fait qu'il soit champion et du nouveau design, enfin du design custom. Bah, le problème, en fait, c'est que, comme je crois que je le disais aussi en ligne la semaine dernière, je trouve que la division trio n'a pas vraiment de... Il n'y a pas tant d'équipes que ça pour vraiment faire une division trio, en fait. Tu sors de The Elite et de House of Black. Voilà, bon après, les Acclaim des Billy Gunn, entre guillemets, c'est une équipe qui est là depuis quelques temps, mais tu vois, t'as moins cette notion de cohérence. Oui aussi, mais t'as moins cette notion en fait. Tu vois, c'est plus... Ça me choque moins que AEW le fasse que si WWE le faisait, quoi. Ah oui, clairement, totalement. Parce que WWE, pour le coup, il y a vraiment pas de trio, quoi. Ouais. Non, mais là, comme dit, t'as plus l'impression que des fois c'est un peu fourre-tout avec 2 mecs en équipe, plus un 3ème qui te rajoute, ou des clans montés à la va-vite, tu vois. C'est assez contradictoire parce que quand tu regardes la AEW, c'est la promotion américaine où t'as le plus de stable en fait, enfin de stable, de stable. Mais ouais, effectivement, je trouve que non, je sais pas, le titre trio, je suis pas... Par contre, l'entrée de House of Black, tout en blanc et tout, là, avec la lanterne de Bray Wyatt et tout, incroyable. Franchement, ils sont très très forts, House of Black. Ah oui, clairement. Je trouve que ça te met une ambiance, enfin, pas une ambiance au point de, ouais, c'est la fête, hein, justement, tu sais, ça fait quelque chose, quoi. L'entrée à chaque fois de House of Black, c'est assez énorme, hein. Autre changement de titre avec Saraya qui est devenue la nouvelle championne féminine de AEW suite à sa victoire dans le 4-way match où il y avait Britt Baker. Britt Baker, pas Chris Statlander, justement. Britt Baker, Tony Storm. Hikaru Shida. Et voilà, Hikaru Shida. J'ai popé comme un malade sur son entrée. J'ai popé comme un malade quand j'ai commencé à entendre le recul, j'ai fait oh punaise. Alors, je sais pas si on va en reparler pour les autres matchs, mais alors, les entrées de Lynn, elles étaient, mais Ah, je peux pas trop en parler, moi, du coup, j'ai pas vu le show, du coup. Ah, bah, en gros, t'as Saraya qui est rentrée avec Will Rock You,
Je crois que... toute sa famille aussi. Ouais, aussi, oui. Je crois que Tony Storm, si je dis pas de bêtises, c'était God Save the Queen je dis peut-être une bêtise, mais c'était un truc comme ça en orchestral. Sting et Darby Allin qui sont rentrés sur Seek and Destroy façon Sting à la WCW. Enfin, rien que les entrées, j'étais en mode waouh. Mais Sting, en plus, il a repris son personnage un peu de Joker et tout, là, non? Oui. Non, franchement, incroyable. Incroyable. Bah, en fait, c'est. All-in niveau production, enfin, la AEW niveau production, ils sont très. Le truc, en fait, c'est que la semaine dernière, je lui disais, ouais, je sais pas comment ils vont faire pour faire un truc machin. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pris un peu le contre-coup de ce que tout le monde attendait en mode, ouais, il va y avoir des surprises, des arrivées et tout. Et ils ont tellement fait un truc carré et incroyable au niveau de l'histoire et tout. C'était un super show. Alors après, est-ce que c'est aussi légendaire que le premier All-In ? Je pense que ça dépend de tout à chacun, mais en tout cas, c'était un sacré show, quoi. Ce que j'aime beaucoup avec AEW, c'est qu'ils hésitent pas à foutre les thunes sur les musiques, quoi. Oui. Bah après, je crois pas qu'ils puissent les utiliser tout le temps, mais oui, effectivement, quand t'as Danielson qui rentre avec The Final Countdown, que t'as Sting qui rentre avec Metallica, ouais, ça fait un petit quelque chose, quoi. Par exemple, s'ils faisaient un network, ça ferait un peu comme les anciens shows ECW, t'aurais des thèmes custom, quoi. Ouais. Moi, pour regarder les shows ECW sur le network, ça me fait chier, par exemple, d'entendre The Sandman pas rentrer avec Enter the Sandman, quoi. Ouais. Ça me fait chier. Ou d'entendre Cactus Jack qui rentre pas avec son thème, enfin voilà, ça me fait un peu chier, mais... Ouais, non, effectivement. Mais ouais, en attendant, rien que les thèmes d'entrée, c'était, mais... incroyable. Ensuite, on a eu d'autres changements de titre lors du Zero Hour, qui est le pré-show de All-In. Je crois que j'ai pas oublié d'autres changements de titre pour la carte principale de All-In. Tu me corriges si je me trompe. Il a vaincu Jack Perry. Ouais, on a eu... Oui. TW Champion. Ça, c'était dans le Zero Hour. Parce que, bien sûr, il y avait trop de matchs sur la carte de All-In. Bah, tu m'étonnes. Dans le show principal. Donc, bah, logiquement, Hook a récupéré la ceinture que Jack Perry avait promis d'enterrer. Il voulait mettre fin à cette ceinture, ça s'était passé à Collision la veille, et voilà. Mais non. Bah c'est cool. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec le titre, mais c'est cool. Moi j'ai l'impression que c'est un peu un titre plus histoire de donner des réalités que vraiment avoir un titre en fait, tu vois. Ouais, bah c'est compliqué, c'est compliqué à gérer, ce genre de... C'est pas vraiment officiel en fait, tu vois, c'était à l'époque, donc je sais pas s'ils ont changé de tête, mais c'est vrai que Tony Khan à l'époque avait dit qu'ils avaient justement un petit peu pas de soucis, mais qu'ils cherchaient encore un peu vraiment comment booker le titre et comment le présenter en fait. J'ai l'impression que c'est un peu un titre gimmick, tu sais, c'est pas vraiment un titre... Ouais, mais à côté de ça, le truc, c'est que quand tu regardes, vu que ceux qui l'ont eu et qui l'ont défendu, tu vois, t'as pas eu de trucs ridicules, genre t'as pas eu de... Oui, ils l'ont défendu avec... un peu comme la $1 million belt WWE, quoi. C'est un peu la même idée, quoi. Ouais, encore, tu vois. Enfin, ça me fait bizarre à dire, mais par exemple, à l'heure actuelle, le titre FCW, pour moi, a carrément plus de valeur que le titre ECW n'en a jamais eu lors de son run WWE, tu vois. Bah, en fait, c'est un peu leur titre secondaire, quoi, globalement, presque. Enfin, un titre secondaire du secondaire, parce que... Ouais, non, franchement, il est pas... En fait, le truc, c'est que les champions qu'ils ont, à part le titre TNT, je comprends toujours pas leur booking éclair de changer les titres au bout de 3-4 semaines, mais quand tu regardes les champions AEW, les champions sont très crédibles, en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils leur font... Le titre TNT, en soi, c'est un titre télé, quoi. Bah oui, mais même, c'est... Généralement, ça change souvent de main. Ouais, mais... En fait, le truc, c'est qu'à la base, le titre est quand même placé comme étant un titre upper mid-card, en fait. Hein. Je veux dire, quand tes premiers champions, c'était des mecs comme Cody... Alors, Brody, c'est... comment dire, Brody, c'était un peu compliqué, parce qu'en final, on n'avait pas vraiment eu le temps de voir si c'était vraiment un main eventer ou un upper mid-card. Enfin, tu vois, comme malheureusement, il a eu un run beaucoup trop long... beaucoup trop court, désolé de l'erreur. C'est un peu compliqué à voir, quoi. Après, oui, effectivement, comme j'avais dit une fois, c'est pas parce que le titre s'appelle TNT qu'il faut les changer toutes les 2 secondes comme s'il allait exploser, quoi. Ah bon, voilà, quoi. Changement de titre, du coup, et là, c'est pour des titres Ring of Honor avec les ROH Tag Team Championship, qui a été détenu par OC Open, Adam Cole et MJF qui ont remporté les titres avant d'aller s'affronter dans le main event en 1 contre 1. C'est quand même pas banal. Mais j'ai vu le résultat du match, j'ai fait quoi ? Je m'attendais tellement pas. En fait, ils ont l'histoire MJF Adam Cole, elle est tellement elle est incroyable. Elle est incroyable l'histoire, la façon dont c'est booké, dont c'est raconté.
Et donc, comme tu l'as dit, après, il n'y a pas eu de retour vraiment surprise. Il y a pas eu de. C'était vraiment un show carré, en fait, histoire Ouais, d'enchaîner les matchs, de faire des bons gros moments. Et ouais, non, non, franchement, un show c'est. très très propre. Et J'avais vu une review d'un fan qui disait, en gros, pour lui, c'était le meilleur show qui existait sans qu'il y ait d'intervention extérieure. En gros, l'idée, c'était qu'ils ont fait le meilleur show possible avec tout le monde. ils ont fait un super moment avec Jeff Jarrett aussi dans le pré-show avec Grado. Ah, je l'ai pas, honnêtement, je l'ai pas vu par contre. Il y avait Grado dans le pré-show et tout. Ils ont fait un truc. Ils ont fait un mini segment. La foule était totalement dingue quand ils ont vu Grado arriver. Enfin, j'ai vu l'entrée de Grado et tout. J'étais mort de rire. Ouais, non, en fait, la version que j'ai chopée, le 0 heure, en fait, avec que la deuxième heure. Ok. Mais ils ont fait un petit segment. Si tu peux le choper, tu regarderas ça vite fait. Ça dure pas très longtemps. Ils ont fait un petit segment avec Big Show et tout aussi. C'est histoire de faire un petit truc un peu, je pense. Voilà. Ça a bien fait rire les gens, je pense. C'était surtout pour ça, quoi. D'accord. Bref, en tout cas, All-In qui a battu un record assez important, puisque All-In a battu le record de fans payants pour assister à un show de catch dans le monde avec 81 035 fans, et ça a été vérifié, confirmé et affirmé par tous les sites qui partagent ces informations. Le chiffre qui a été donné n'est pas du tout truqué, pas comme souvent les chiffres de WWE qui sont un petit peu augmentés. Mais là, pour le coup, parce qu'à la WWE, en fait, ils augmentent les chiffres parce qu'il y a souvent des invitations, il y a souvent des. Voilà. Là, pour le coup, c'était vraiment 81 035 fans payants. Donc, c'est quand même beaucoup. J'ai tellement de mal à me rendre compte. Très gros succès. En vrai, j'ai tellement de mal à me rendre compte. Tu vois, quand tu vois le show, tu dis c'est incroyable, mais t'as pas ce. T'arrives pas à dire, ouais, ça fait 80 000 personnes. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal avec beaucoup de shows, mais c'est. Il faut écarter les shows WSW en Corée du Nord aussi, qui avaient des chiffres aussi très très gonflés. Également. Parce qu'ils annonçaient genre 120 000 personnes, je crois, pour chaque soir, un truc comme ça, mais ça a été largement gonflé. Hein. Il devait y avoir genre peut-être 50 000, 60 000 personnes. Hein. Ouais. Et 720 000 sur les 2 jours, peut-être. Mais pas 120 000 chaque soir. Ah, c'est toujours pareil, selon que tu demandes au syndicat. Hein. À la police, au syndicat, t'as plus ou moins Ça a de. été confirmé même par les sites de vente de billets. Enfin, ça a été tout recompté. Enfin, vraiment, voilà, c'est le chiffre qui a été annoncé, c'est vraiment le chiffre de fans payants. Il y avait probablement des invités en plus, donc il y avait peut-être probablement un petit peu plus de monde, mais on était peut-être autour des 82 000, 83 000 personnes, puisqu'il y a toujours des invités, la famille, les machins, voilà, mais enfin, bref, en tout cas, gros gros carton pour All-In, qui d'ailleurs a annoncé son retour pour 2024 avec un show qui aura lieu le 25 août 2024, toujours à Londres. J'ai l'impression que ça va devenir un petit peu un événement annuel. Hein. J'ai l'impression. Bah, ils peuvent, hein. Un peu mieux gérer peut-être le All-In All Out, parce que là, on a l'impression quand même qu'All-In, ça a été booké. Peut-être en fait, ils ont ajouté une date qui n'était pas forcément prévue à la base. Je pense que l'année prochaine, il n'y aura pas All-In et All Out qui vont s'enchaîner d'une semaine, je pense pas. Peut-être 2 semaines, ils vont peut-être laisser une semaine de plus, mais je suis pas sûr qu'ils refassent le coup d'avoir les 2 shows à la suite. Ok. Et ça risque de devenir un show annuel. En tout cas, si vraiment l'année prochaine c'est encore un carton, on peut s'attendre à ce qu'ils reviennent tous les ans à Londres, hein, vraiment, je pense. Ou alors même qu'ils voyagent en Europe, peut-être un peu partout, et à voir. Parce que des gros stades en Europe, il y en a. Il y a Cardiff au Millennium Stadium, il y a le Stade de France. On va faire des gros stades. Hein. Mm. Ils peuvent aller à Barcelone, au Nou Camp, enfin voilà, des gros stades, c'est pas ce qui manque. Ensuite, toujours sur All-In, et ce sera la dernière info sur All-In avant de parler du gros bloc CM Punk, bien évidemment, puisque là il y a encore beaucoup de choses à dire. Oula, oui. En conférence de presse après All-In, Tony Khan a annoncé la tenue d'un nouveau pay-per-view pour AEW. Le show s'appellera Wrestle Dream, ça aura lieu le 1er octobre. Tony Khan a annoncé que ce show ce sera un pay-per-view un petit peu particulier, puisque ce sera un show hommage à Antonio Inoki qui est décédé il y a 1 an. Légende de la New Japan Pro Wrestling d'ailleurs, qui a fondé la New Japan Pro Wrestling. Et Tony Khan, bien sûr, a indiqué qu'il va essayer de booker des stars japonaises, que ce soit NJPW ou Stardom, pour ce show. Donc ça va être peut-être un petit peu un show un petit peu, on va dire, hors catégorie. Enfin, pas vraiment ancré dans les storylines, voilà, mais un show un petit peu particulier, un petit peu spécial. Même s'ils vont probablement quand même intégrer un petit peu les storylines là-dedans, mais voilà, il y aura quand même des matchs un petit peu. Donc en fait, la news, c'est pour dire que ça va avoir lieu, mais qu'on sait pas comment, quoi. Bah, c'est surtout pour annoncer qu'il y a un nouveau pay-per-view, Wrestle Dream, qui rend hommage à Antonio Inoki quand même. C'est quand même pas mal. AEW qui rend hommage à Antonio Inoki, ils ont aucune attache avec Antonio Inoki en soi, à part les partenariats avec NJPW, quoi. Oui. Ils sont pas obligés de le faire, quoi. Tu vois.
C'est comme si la WWE annonçait un show hommage à Mitsuharu Misawa, tu vois, d'un seul coup, tu vois, tu dis pourquoi. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, on n'a pas de... Bah non, mais on va vite le savoir, hein, avec All Out qui va arriver, on va vite savoir les stars Oui. japonaises, s'ils construisent des stories ou si vraiment ça va être des matchs un peu pondus comme ça. Si vraiment faut construire des stories, ça va arriver très vite. C'est vrai que j'arrive pas à me rendre compte qu'on est déjà le 1er septembre demain, en fait. Mon cerveau, il refuse d'avoir cette information, en fait. On est en juillet. On est en juillet. Il me manque un match sur la carte de All Out. Faut que je regarde après. CM Punk. Faut qu'on parle de CM Punk quand même. Gros débat cette semaine. On pensait qu'All-In, bon, ça s'était très très bien passé. Vraiment, ça s'était très bien passé. Le lendemain. Peut-être même le soir même d'ailleurs. Le lendemain. Non, mais ça devient un gag. Ça devient un running gag. Le lendemain, je vois CM Punk altercation with Jack Perry. Quoi? Ok, je regarde. Donc, ce qu'il en ressort, bon, j'ai quand même un petit peu travaillé le truc et j'ai un petit peu traduit un petit peu toutes les infos qui étaient sorties là-dessus. On a eu pas mal d'infos, hein. D'ailleurs, il y en a encore qui sont sorties ce soir. On va peut-être avoir le fin mot d'histoire sur pas mal de choses. Il y a eu une interrogation entre CM Punk et Jack Perry en backstage de AEW All-In. Savoir qu'en fait, Jack Perry finissait son match du coup de pré-show, il est rentré en backstage, donc ils se sont croisés en fait au niveau de la Gorilla Opposition vu que CM Punk faisait l'opener du pay-per-view. Jack Perry en fait, a priori, aurait mis un petit coup d'épaule à CM Punk. Genre, tu sais, ils se sont croisés, il lui a foutu un petit coup d'épaule. Bon, bien sûr, CM Punk ça lui a pas plu, il l'a attaqué, il l'a étranglé. Il s'est jeté sur lui, en fait, il a dû le foutre au sol et puis il l'a étranglé. Et juste après cet incident, premier réflexe, ça a été de dire à Jack Perry, bon bah Jack Perry, t'as fini ton show, maintenant on rentre, et puis voilà, comme ça déjà, tu peux rentrer, tu rentres à l'hôtel, et puis au moins déjà on écarte un petit peu le sujet pour ce soir, et puis on verra plus tard. Voilà. En gros, c'est pour l'instant ce qui s'est passé dans un premier temps. La bagarre entre CM Punk et Jack Perry, du coup, a lieu à la Gorilla Position. Pour ceux qui savent pas, la Gorilla Position, on en a déjà parlé, c'est ce qu'il y a juste derrière le rideau, c'est là où il y a tous les officiels qui sont avec les moniteurs assis à des tables et qui dirigent un peu le show, et si vraiment faut intervenir d'urgence pour quelque chose, voilà, ils sont assez vite prêts. Et voilà, ça peut arriver. C'est la vigie, quoi. Il peut très bien y avoir un gros incident, qu'il faut intervenir absolument d'urgence. Et puis même pour faire l'école et tout, c'est quand même le plus près possible. Et puis voilà, pour les radios même, ne serait-ce que la radio pour qu'elle passe, s'ils doivent passer une info à l'arbitre ou en ringside, la radio est quand même très très proche. Et voilà. Ça, je pourrais expliquer ce qu'était la Gorilla Position. Donc du coup, Tony Khan, bien sûr, assis à la Gorilla Position, comme tous les présidents quand il y avait les shows, bien sûr. Vince McMahon, par exemple, était toujours là. Triple H est toujours là pour la WWE. Tony Khan, d'ailleurs, a pris un moniteur sur lui pendant la bagarre. C'est-à-dire, ça a dû quand même secouer un petit peu. Il y a Samoa Joe qui est intervenu pour séparer CM Punk et Jack Perry, vu que Samoa Joe affrontait CM Punk. Donc il était pas très très loin. Voilà ce qui s'est passé sur cette bagarre. Ça, c'est les infos qu'on a pour le moment. CM Punk, bien sûr, suite à l'altercation, a menacé de quitter AEW. Il a dit je me cache, j'en ai marre. Et il était proche de pas faire son match à All-In et il était proche de quitter le stade. Donc le show a failli être retardé et le match a failli ne pas avoir lieu. Ça c'est vraiment tout ce qui s'est passé pour All-In. La suite c'est après, c'est l'après All-In. Tu veux déjà réagir sur ça? Ouais, non, j'allais dire, on n'avait pas eu une news justement sur le fait que Punk, quand il est arrivé en Angleterre, t'avais personne pour le récupérer ou un truc du genre? Oui, il y a ça aussi, mais a priori, il y a pas mal d'autres catchers. Parce qu'en fait, CM Punk, le truc, c'est qu'il a pas voyagé avec les autres. Parce que du coup, il voulait pas justement, en fait, CM Punk est un peu traité à part. Hein. C'est-à-dire que AEW, en fait, l'ont fait voyager dans un autre avion. Donc du coup, il est pas arrivé en même temps que les autres talents. Et en fait, il y a personne pour l'accueillir à l'aéroport. On lui avait donné un numéro pour appeler un taxi, le taxi répondait pas. Donc il a pris un billet de train lui-même pour aller à l'hôtel. Il s'est perdu. C'est des fans qui l'ont un peu indiqué en fait, qui l'ont un peu voilà, il a dû dire le nom de l'hôtel, machin. Il y a des fans qui savent à peu près où c'était, donc ils l'ont un peu accompagné, enfin indiqué la direction, etc. Donc déjà ça l'avait un peu chauffé, je pense. Donc déjà le gars était pas très chaud, il était un peu énervé. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller chauffer CM Punk si tu sais que le mec a un peu de mauvaise humeur? Je sais pas. Bah, disons que concrètement, encore une fois, je suis pas psychologue, machin. De ce que je vois, Punk était déjà entre guillemets dans un mauvais mood. Le truc avec Jack Perry, ça n'a pas aidé. Alors c'est très surprenant parce que c'est bizarre. Je voyais vraiment pas Jack Perry entre guillemets le genre de mec à faire ce genre de truc. Mais après, t'as les comment dire. Je veux dire, tu prends un mec qui est apparemment très facile à énerver dans un contexte où il est déjà énervé. Il n'y a aucune justification pour essayer d'étrangler quelqu'un, hein, sauf si vous appelez Homer Simpson et que votre fils s'appelle Bart. Mais non, tu fais pas ça, quoi. Je pense que c'était pas la bonne idée.
Mais après, c'est pas la bonne idée de la part des deux, hein, la réaction aussi. Ah oui, bien sûr. Bien énervé, quoi. Bien sûr, là, Tu fais déborder le vase là, voilà, après, comme dit, j'essaye de... En fait, c'est ça qui est bizarre avec Punk, c'est que toutes les semaines, t'as les nouvelles et son contraire. Genre, à un moment, ils disent, ouais, il est vraiment machin dans telle direction. La semaine d'après, il fait bon, il a voulu faire amende honorable et tout. Il y avait quand même une info qui était sortie comme quoi il était dans un bon état d'esprit. Il avait fait une réunion avec le backstage de Collision, qui voulait qu'il n'y ait pas de drama, tout ça, qui voulait une ambiance très saine. Et au final, les dramas, t'as quand même l'impression qu'il est toujours dedans, quoi. Donc, après, c'est quand même assez problématique. Si vraiment il y a quand même un truc, encore une fois, bon, en même temps, je veux dire, je condamne, mais on s'en fout totalement. Mais le truc, c'est que si il arrive sur place, que t'as personne qui le récupère, t'es pas dans ton pays, t'as peut-être le décalage horaire, et après t'as ça qui se passe. Ouais, plus la fatigue, plus le voyage, plus. Ouais, voilà. Il est énervé, quoi. Voilà. Sans excuser, je peux comprendre, on va dire. Ah ouais, je comprends. Du coup, la suite. Du coup, après cette altercation, AEW a forcément, voilà. Sur le coup, bon, ils ont envoyé Jack Perry à l'hôtel, ils se sont dit, bon, on va laisser couler, on verra après. Mais ce sont des pas restés là, évidemment, parce que bon, faut quand même agir. La AEW a suspendu CM Punk et Jack Perry à titre provisoire, en attente d'investigation. Ils étudient, enfin, ils observent un peu, ils enquêtent un peu sur ce qui s'est passé, vraiment, ce qui s'est dit, et tout ça. Si Jack Perry avait pas provoqué, si CM Punk avait pas attaqué alors qu'il aurait pas dû, enfin voilà. Donc il y a une enquête. D'ailleurs, l'info est sortie ce soir que apparemment la bagarre a été filmée puisqu'il y a des caméras un peu partout dans le Wembley Stadium. Donc a priori, il y aurait des images, etc. Donc ça va peut-être aider un petit peu aux choses. Il faut savoir que CM Punk et Tony Khan ne se sont pas parlé depuis All In, et d'ailleurs que CM Punk était même pas au courant qu'il était suspendu. L'info est en gros, il l'a eu par les réseaux sociaux, hein, globalement, enfin par internet, etc. Et l'ambiance est quand même assez morose. Ah, tu m'étonnes. Pas terrible entre CM Punk et Tony Khan. CM Punk, il apprécie pas du tout ce qui se passe, et il y a beaucoup de gens du côté de la AEW qui pensent qu'il va se barrer. Et cette fois-ci pour de bon, puis il en a ras le cul du catch. Normalement, c'est peut-être l'incident de trop qui va lui dire je me casse et j'en ai marre. En gros, c'est un peu ce qu'il dit, et c'est un peu ce qu'on ressent. CM Punk a quand même reçu une amende de quelques dizaines de milliers de dollars suite à l'altercation avec Jack Perry, surtout pour son étranglement. En fait, c'est dans un premier temps, parce que peu importe ce qui s'est passé, l'étranglement est jugé quand même assez Bah oui. responsable. Donc du coup, déjà AEW il a mis une amende de, a priori, voilà, on sait pas trop le chiffre, mais déjà plus de 10 000 dollars d'amende. Ne serait-ce que voilà, déjà par mesure de, voilà, pour lui faire comprendre que bon, ça se fait pas. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qui a été dit, c'est pas ouf. C'est un peu, techniquement, c'est un peu une tentative d'homicide, hein, globalement. Ah oui, non, mais honnêtement, j'essaye de pas trop prendre le côté humain, mais je me mets au point du truc, si par exemple Jack Perry porte plainte, il peut porter plainte pour tentative d'homicide, quoi. Je suis déçu, en fait. Je suis déçu. Le retour de Punk, ça aurait dû être un truc magique pour les fans de catch, et c'est un truc... En fait, ce qui est frustrant, c'est que quand tu regardes, si tu ignores ce qui se passe dans les coulisses, si tu regardes juste ce que tu vois dans les shows, c'est très bien, mais là, c'est vraiment des moments où je regrette d'être... je regrette d'être affligé du fardeau de la connaissance, en fait. Ouais, je comprends. Tu vois, c'est... Ouais. Et enfin, la dernière info du coup pour CM Punk, il était prévu pour All Out, vu que All Out en plus a lieu à Chicago. Donc c'est quand même fort regrettable pour AEW. Puisque il était prévu un match entre CM Punk et Ricky Starks pour All Out, mais du coup avec la suspension de CM Punk, ça remet quand même fortement en cause tout ça. Même si Tony Khan en conférence média qui avait lieu là en début de soirée, il a dit que bon, on sait jamais, CM Punk peut être à All Out si jamais les investigations sont menées d'ici là et que voilà, on sait jamais, on sait pas comment ça va tourner en fait le résultat de l'investigation, donc il a dit peut-être que CM Punk sera là All Out, peut-être pas. En tout cas pour l'instant c'est non, mais on sait pas. Des fois, j'ai l'impression que Tony Khan, son boulot, c'est de marcher sur une ligne avec des piranhas en dessous et en portant un gros bac d'eau. Ouais, mais j'ai l'impression que il est un peu emmerdé en fait, parce que dans l'idée, il se dit bon, CM Punk c'est quand même un très gros nom, donc je suis un peu obligé. Et en même temps, à un moment ou à un autre, il est quand même obligé de se dire bon les gars, il a un peu dépassé les bornes, faut quand même le suspendre. Et d'un autre côté, t'as l'impression qu'il est en train de se dire bon, on va peut-être lever la suspension pour All Out, parce que c'est voilà. En fait, il est un peu entre deux, il a un peu la chaise entre deux culs et le cul entre deux chaises, pardon, parce que c'est mieux. et on sait pas trop, en fait. Ça a pas l'air d'être un... Comment dire? Je pense que ça a pas l'air d'être un mauvais gars, mais en fait, le truc, c'est que du coup, je crois qu'il galère à justement...
c'est peut-être là où quelqu'un qui aurait plus d'expérience dans le. Confronté à ce genre de situation en fait. Oui, voilà, oui, c'est ça, oui. Je pense que ce genre de truc arriverait à un Triple H, ou même si je le déteste, Vince McMahon, je pense que la gestion serait pas la même. Oh, Vince McMahon, je pense c'était suspension 90 jours chacun, et puis voilà. Je pense que ça aurait été ça, hein, honnêtement. Déjà, ouais. avant de passer au renvoi et compagnie, je pense que c'était suspension 90 jours chacun. Hop. Oui, sachant que par historique, on a déjà eu même des main eventers qui étaient. On a déjà eu des main eventers qui justement étaient suspendus. On avait eu Randy Orton, si je dis pas de bêtises. On avait eu Roman Reigns qui avait été suspendu. Ce qui est assez ironique, c'est qu'à mon avis, au final, c'était par rapport à la consommation de cannabis. Mais avec le recul, je pense que c'était peut-être dû à son cancer en fait. C'est possible. Mais totalement, oui. Le problème, c'est que Tony Khan a l'air d'être un trop gentil patron, en fait. Je pense que c'est le manque d'expérience, et puis les gens qui l'entourent sont des... je veux dire, c'est des gens qui connaissent très bien le catch, qui savent booker des matchs, etc. Mais peut-être que sur justement ce côté-là, gestion de personnel, en fait, ils n'ont peut-être pas l'expérience non plus. Ouais. En fait, je pense qu'il manque juste il manque peut-être juste le bon élément justement pour faire cette gestion de personnel, en fait. Ouais, c'est un peu l'idée que j'ai. Parce qu'en fait, je pense que la majorité des mecs, en fait, au final, c'est des êtres humains, tu vois. C'est pour ça que tu vas avoir des gens qui vont te péter un câble, que tu vas avoir des mecs pas comme Dax Harwood, par exemple, qui vont essayer d'aplanir les angles, tout ça. Mais c'est vrai qu'au final, t'as des moments où si tu veux faire de la gestion de ressources humaines, tu peux pas te permettre d'être humain, en fait. C'est très triste, hein. C'est super triste et tout à dire. Tranchant, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Ça me brise le cœur de dire ça parce que voilà, je suis quelqu'un qui, même dans le côté catch, a tendance à faire passer le côté humain avant d'autres trucs. Mais quand le fait est que moi, j'ai pas la difficulté d'être à un poste aussi haut. Mais quand t'es à un poste assez haut, malheureusement, t'es obligé de voilà. Bon, deux petites infos encore avant d'attaquer sur la carte de All Out on va évoquer assez rapidement. Une grosse info quand même globalement avec Mercedes Moné et AEW qui ont discuté pour que la catcheuse débute pour la compagnie. Les discussions sont en très bonne voie. Il se dit que Mercedes Moné va très probablement débuter avec AEW et voire même probablement signer dès qu'elle sera remise de sa blessure, sachant qu'elle était apparue lors de All In dans le public. Et ils l'ont filmée assise. Est-ce que tu veux la raison de pourquoi elle a été filmée assise? Parce qu'elle a une grosse botte au niveau du pied, tu sais, les bottes qu'ils mettent quand t'as une blessure au pied là. Et... Alors, est-ce que je peux balancer mon running joke avec elle? Vas-y. Bah, tant que ça l'empêche de tourner la prochaine saison du Mandalorian, moi je suis d'accord. Je sais pas, c'est quand le tournage de Mandalorian? En vrai, je sais pas, avec les grèves de scénaristes. Ah, il vient de finir Ahsoka, là, donc ça va peut-être pas commencer de Oh non, Ahsoka c'est fini depuis. Enfin, le tournage est. Il vient de distribuer Ahsoka, là, donc est-ce que. Non, mais de tout à. Est-ce qu'il y a une autre série entre temps? Et puis moi. Ah oui! Tout, là, donc... Oui, il y a d'autres trucs prévus. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, ça n'a rien à voir, mais la news m'a fait marrer, donc je la partage. C'est la grève, enfin les personnes qui gèrent la grève ont signé un truc spécial. T'as 3 séries qui ont le droit de continuer malgré la grève. C'est les 3 séries Walking Dead. Donc t'as la série Daryl, t'as la série Surrey Mission, t'as l'autre spin-off, je sais plus lequel. Ah, ça voilà. débute bientôt la série sur Daryl. La semaine prochaine, ouais. Ouais. Ça me tarde de voir comment dans le lore ils m'ont expliqué que Daryl a réussi dans un monde qui est totalement ravagé, comment il a réussi à voyager en France. Moi ça faut en m'expliquer quand même. Ouais. Ah non, mais oui, ça serait pas réaliste en tout cas, dans tous les cas. Il serait en France, il pourrait pas voyager en France déjà, même sans les zombies, donc. Moi je veux. Bref, ne divergeons pas trop. Petite info avant d'attaquer la carte d'All Out, d'ailleurs c'est une info sur All Out, avec Jeff Jarrett qui a quand même des fois des idées. Il a été proposé au booker de AEW d'aller booker Dennis Rodman pour le show AEW All Out qui a lieu à Chicago, sachant que Dennis Rodman a bien sûr un passif avec Chicago, puisque c'est une ancienne star des Chicago Bulls, et il a aussi un passif avec le catch, donc ça aurait peut-être pas été une mauvaise idée en fait qu'il fasse une apparition. Pourquoi pas un segment backstage, quelque chose. Surtout Jeff Jarrett en ce moment, il est un petit peu dans les trucs un petit peu comme ça, faire apparaître des guest stars un petit peu. Il y a eu Gredo lors du pré-show de All In par exemple. Donc tu voulais peut-être faire un truc avec Dennis Rodman qui va lui foutre une petite raclée, qui va lui péter sa guitare sur la tête, une connerie comme ça. Mais a priori, il y a quand même assez peu de chances que ça se passe, mais bon, pourquoi pas. Hein.
En tout cas, c'est quelque chose qui a été proposé par Jeff Jarrett. Je pensais pas qu'en 2023, Jeff Jarrett aurait un spot régulier à la EW. C'est très surprenant. Sorti nulle part en plus. Je suis un peu content parce que tu vois, Jeff Jarrett, ça a été un des premiers catcheurs que j'ai appris à aimer détester quand il passait à l'époque de la fin de la CW. Bon, voilà, ça avait le niveau que ça avait, mais voilà. Ça me fait très bizarre de le voir. C'est cool. En vrai, c'est cool parce qu'en plus, il est encore en forme et tout, mais c'est. Alors moi, je demande d'avoir un Dennis Rodman qui vient péter une guitare sur la tête de Jeff Jarrett. Je pop, hein. Je sais pas la gueule ou vraiment l'état physique de Dennis Rodman actuellement, parce que bon, lui aussi avec tous les problèmes de drogue, etc. Mais ça peut être très très drôle. Oh. Bah, ça marchera, ça va popper. Oui, et puis en plus, mais c'est juste que j'étais en train de dire ça en fait pour meubler le temps de. Est peut-être plus une légende encore que Michael Jordan. Hein. Alors attends, Chicago même quoi. Alors, Dennis Rodman était... Oh, cool, il était à la marche des fiertés de New York. Oh, ça fait plaisir à voir, ça. C'est un super gars, Dennis Rodman. Hein. Ah ouais, par contre, il a vraiment... Oh. Oui, il Ah ouais. Ah non, mais en fait, je suis surpris parce qu'il est tatoué sur le visage. Ouais. Ah, ça fait très bizarre. Ah ouais, mais je suis désolé, moi, Dennis Rodman, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le film avec Van Damme, donc... Il y a longtemps, mais c'est vrai qu'il doit pas être... Mais ça peut être très très drôle, Dennis Rodman, vraiment. Oui, bah c'est une légende. Hein. C'est une légende. S'il y a Dennis Rodman à Chicago, je te raconte même pas comment ça pop de fou. Bref, carte de All Out du coup, et là on est à peu près sûr que ça aura lieu, sauf s'il y a toujours des problèmes, des incidents ou quelque chose, on sait jamais. Vu ce qui s'est passé avec CM Punk, on n'est pas à l'abri. Il y a 9 matchs qui sont officiellement annoncés, je pensais qu'il y en avait 8, mais finalement il y en avait un 9ème qui m'était passé un peu sous le nez et que j'avais pas récupéré. Katsuyori Shibata et Eddie Kingston qui vont affronter le Blackpool Combat Club, j'y arrive. Castagnoli et Wheeler Utah. Ça risque d'être très très intéressant. Moi je décache Shibata de toute manière, je pourrais pas être objectif. J'aime bien Shibata. J'adore Shibata et ouais. Il est incroyable. Et il a quand même le meilleur surnom que tu peux donner à un catcher, The Wrestler. Vraiment, il est tellement simple, mais c'est tellement énorme. Il a une sacrée présence, je trouve, même en dehors du catch. Il est vraiment. Je trouve pour un mec qui catch juste en slip, il est hyper charismatique, c'est incroyable. Incroyable. Vraiment, Shibata, franchement, il arrivait à la NJPW, il a fait des dingueries. Il a failli en mourir d'ailleurs. Vraiment, c'est déjà énorme qu'il puisse recatcher. Mais alors, vraiment, c'est incroyable. Luchasaurus contre Darby Allin avec le titre TNT qui est en jeu, titre détenu par Luchasaurus, malgré ce que dit Christian Cage. ça me fait énormément rire aussi. Et Luchasaurus, il dit rien. Bah en vrai, je suis quasi sûr que ça va de nouveau être Darby Allin en fait. Hein. Je sais pas. Ouais, je me dis que ça va peut-être finir par un moment que quand même Christian Cage il va être vraiment officiellement champion quand même. Là, il va y avoir un truc, il va falloir... Ouais, je sais pas. Je suis très fan du boulot de Christian, je trouve qu'il a réussi à se... La ceinture à dire ouais je suis le meilleur champion machin, le mec il est même pas champion quoi. Oui bah ouais mais bon. Surtout qu'il y avait une promo il y a quelques semaines où il a fait... Enfin il a sorti un truc genre ouais les mecs qui se disent champions sans avoir la ceinture, enfin un truc du genre. Ouais. Je trouve ça génial. Miro contre Powerhouse Hobbs, c'est juste un match simple, il n'y a pas vraiment de truc, c'est un peu un duel de gros gaillards, on va dire. Voilà. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Bah c'est un peu le... On va dire c'est un peu un catcheur un peu pépite qu'ils ont sous le coude, qui peuvent faire monter, on va dire, s'ils décident de le faire monter un jour. Et Miro, bien sûr, catcheur bien confirmé. Du coup, je fiche pour Powerhouse Hobbs pour continuer à le faire évoluer un peu, quoi. Krista Thunder qui va défendre le TBS Championship contre Ruby Soho, et c'est quand même cool que Ruby Soho ait enfin un match intéressant pour un titre. Oui, mais pas touche à Chris. Tu touches pas à Chris. Tu touches pas à Chouchou Chris. Ruby Soho, je peux pas être objectif non plus, donc c'est... Tu touches pas à Chouchou Chris. Non, en vrai, quand t'as eu un champion qui a duré plus d'un an avant,
J'espère elle va probablement pas avoir un run aussi long, mais même si j'adore Rubrisso, j'espère qu'elle va encore un peu garder le titre quelque temps. J'ai un doute sur le fait qu'il donne le titre à Rubisso justement pour avoir les deux championnes dans le même clan. C'est possible aussi, ouais. Du coup, peut-être avec Tony Storm, du coup, qui ferait un peu la jalouse de pas avoir de titre. Et... Je sais pas comment ça a pu être du fiac. Au bout d'un moment, Outcast, ça va pas durer 5000, ça va pas durer 6000 ans quand même. Le problème, c'est que bon, au moins, comme je dis à chaque fois, au moins, on a un truc qui change un peu dans la division physique AEW, mais le problème, c'est que c'est ce genre de clan, on en a vu des. Enfin, c'est le mode. C'est le niveau 1 de la création, quoi. Ouais. Le club, c'est la même chose, à peu près. Hein. Vraiment, c'est à peu près le même délire. Hein. Ouais. Clairement, enfin, je veux dire. C'est très WWE style, on va dire, au niveau du clan. Orange Cassidy, du coup, qui va défendre le AEW International Championship contre John Moxley. Ça sort qu'il y avait John Moxley contre. Merde, qui c'est qu'il a affronté cette semaine, John Moxley? Et en fait, il s'affrontait en gros pour. Non, c'était Orange Cassidy qui défendait sa ceinture cette semaine. Contre Penta. Moxley était désigné, quoi qu'il arrive, challenger en fait du vainqueur du match cette semaine. J'aime beaucoup la. Qui contre eux? Penta et Elisa Romero. Ah oui, contre Penta. Et du coup, Moxley a affronté le vainqueur pour le titre. J'aime beaucoup la façon dont ils sont en train de raconter l'histoire petit à petit de Cassidy qui enchaîne les matchs et qui est en train de se détruire. Ouais, puis il enchaîne tous les adversaires, à chaque fois des adversaires différents et tout en plus, quoi. Ouais. En fait, l'histoire, en gros, c'est qu'au fur et à mesure, il commence à être détruit. Il a de plus en plus de bandages, de blessures. Son range punch est de moins en moins. C'est super bien. Il va prendre cher, je pense. Ouais. Il n'y a pas de stipulation. S'il a foutu avec une stipulation, tu lâches Moxley dans un match à stipulation. Voilà quoi. Je sais pas, enfin. Je sais pas si genre ils vont arrêter là et que justement l'excuse que Cassidy entre guillemets est blessé va rentrer en compte, ou alors si simplement il va encore nous sortir une victoire, un truc de malade. Match justement avec Moxley, match à stipulation. Et là ils veulent déboîter. Je sais pas. C'est pareil, Moxley, je serais pas objectif donc. Oui, non, après, même là j'essaie de réfléchir. En fait, le truc qui est cool avec l'AEW, c'est que les histoires qu'on a sont vraiment. Les storylines sont vraiment intéressantes en fait. J'aime beaucoup la façon dont c'est raconté. Beaucoup de gens pensaient que All Out, du coup, allait manquer un peu d'impact storyline et compagnie. Et au final, c'est une très bonne continuité de Dolin en fait. Ouais, ils ont vraiment. On sent qu'il y a des matchs qui ont été mis là parce qu'il fallait quand même un peu boucler le truc, genre Power Subs, Miro. On sent qu'il fallait caler quelques matchs en plus, tu vois. Mais on sent que c'est une bonne continuité et que y a des continuités de storyline qui sont. Et en même temps, t'as des matchs qui pouvaient pas être all-in et du coup qui sont mis à All Out, quoi. Ouais. Non, ils ont bien fait quand même. Il y a un match en particulier qui. Comment dire? Il y a un match en particulier qui m'a fait lever un sourcil circonspect, mais je pense qu'on va pas tarder à y arriver. Kenny Omega, Konosuke Takeshita, match simple 1 contre 1. C'était plus ou moins annoncé depuis un petit moment, on savait, enfin en tout cas toutes les rumeurs l'annonçaient. Ça allait avoir lieu lors de All Out, la grosse confrontation entre les deux avec la rivalité qui dure depuis quand même pas mal de temps. Et depuis le turn de Don Callis, globalement, donc ça remonte. Ça remonte clairement et ils ont bien construit la rivalité sur le long terme. 8-man tag team match avec FTR qui va faire équipe avec les Young Bucks contre le Bullet Club Gold composé de Jay White, Juice Robinson, Austin Gunn et Colten Gunn. C'est pas ce match-là dont tu parlais, j'imagine? Non, c'est pas celui-là. Celui-là, je pense qu'il peut être moyen, il peut être sympa, mais non, je pensais pas à ce match-là. Autre match pour les ROH World Tag Team Championship. On connaît pas officiellement l'adversaire puisqu'il sera connu. Je crois que c'est à Rampage, à Collision. Je sais jamais entre les deux. En fait, il y a une bataille royale pour désigner les challengers de Better Than You Baby, du coup Adam Cole et MJF qui vont défendre les ceintures contre les vainqueurs du coup de la bataille royale qui aura lieu. Je sais plus si c'est Rampage ou Collision. En tout cas, c'est un des deux. Qui va avoir lieu. On aura l'affiche qui sera annoncée vendredi soir ou samedi soir. Je sais plus exactement lequel des deux shows parce que je mélange toujours un petit peu les deux. C'est vrai que les deux se suivent globalement, donc. Voilà, en tout cas, ils vont défendre des ceintures. Est-ce qu'ils vont perdre des ceintures? Est-ce qu'ils vont les garder? Telle est la question. Je sais pas trop quoi penser du règne en fait d'Adam Cole et MJF en tant que champion tag team, honnêtement. L'histoire est tellement géniale, franchement. J'essaye de pas prévoir. Non, je vais juste dire, c'est l'histoire en ce moment dans laquelle je suis le plus dedans. C'est tellement pas géré de la façon dont je m'attendais à ce que ça soit géré que je suis à fond dedans. Dernier match annoncé avec le ROH World Television Championship qui va être défendu par Samoa Joe contre Shane Taylor. Shane Taylor qui est absolument monstrueux.
Même si à l'époque où il y avait la team avec Keith Lee, ils avaient fait une grosse team à la Ring of Honor. Je préférais Keith Lee entre les deux déjà, ça change pas, mais Shane Taylor est absolument énorme. Pour le gabarit qu'il a, franchement, vraiment un très très bon catcheur aussi. Et ça va être un très très gros choc avec Samoa Joe. Est-ce que tu avais une. Du coup, c'est quel match que tu parlais? Parce que... C'est un match dont c'est que j'ai oublié, hein. un match avec possiblement Ricky Stark, c'est le catcheur le plus. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Voilà. Ricky Starks qui va, lors de collision, qui va challenger Ricky Steamboat pour un. C'était quoi la stipulation? Putain, Un strap match. Un strap match. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, j'ai pas eu l'info de si du spoiler de parce que collision, ça n'a pas eu lieu, donc du coup, on sait pas trop du coup si ce match-là va avoir lieu ou pas. En tout cas, oui, Ricky Starks a challengé Ricky Steamboat pour un strap match. Bon, à mon avis, il va être remplacé par quelqu'un d'autre, mais en y réfléchissant, c'est ce que je me dis, mais en fait, je suis toujours pas remis du truc incroyable que nous a fait Steamboat il y a une paire d'années dans le match avec Jericho, en fait. Son dernier run WWE C'est vrai, hein. Qui avait eu le match où Jericho avait affronté les trois légendes, là, il y avait Roddy Piper, Ricky Steamboat, et putain, le troisième, je sais plus ce qui était. C'est pas Jimmy Snuka? Ah, je sais plus. Ouais, je crois. J'ai retenu que Steamboat, il a tellement laissé tout le monde surpris que. Et après, il avait affronté Steamboat en un contre un au pay-per-view d'après. Ouais, à Backlash, si je dis pas de bêtises. Steamboat avait eu un petit run pas dégueulasse. C'était Piper, Jimmy Snuka et Ricky Steamboat. Alors clairement, c'était Steamboat qui était le plus frais des trois, hein, mais. Piper se démerdait encore un peu, mais Snuka, il était déjà cramé. Hein. Ouais, c'était pendant la promo du film The Wrestler, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était à cette période, ouais, parce que du coup, il y avait eu le truc avec. Mickey Rourke. Ouais. Ouais, c'était à ce moment-là, donc ça remonte hein, déjà aussi. Est-ce que Ricky Steamboat a encore la forme pour faire un match? Je suis pas sûr. Non, je pense que ça sera. Je pense qu'il y aura un truc. Attends, excuse-moi. Son fils qui a fait du catch mais qui a arrêté officiellement. Oui, non, bah. Tu sais, après, ils nous avaient un peu teasé le truc avec Jerry Lynn et Jack Perry, puis on a eu Rob Van Dam, donc ça me surprendrait pas qu'on ait un truc du style. Parce qu'il y a Richie Steamboat, son fils, il a 36 piges, mais je crois qu'officiellement il avait arrêté sa carrière parce qu'il avait une grosse blessure. Il avait une très grosse blessure, puis il a fait que 4 ans de carrière, il a arrêté en 2012. Est-ce qu'ils vont me faire venir le fils de Ricky Steamboat Non. Mais, non. Mais est-ce qu'on aurait vraiment un vrai impact? Après, est-ce qu'il y a vocation à faire un très gros impact? Si c'est en fond de la mid-card, c'est pas sûr. Ça dépend un peu de la place du... Le truc que je te dirais, c'est que avec. Après, voilà, il a 74 ans, un truc du style. Ouais. Si j'ai pas. Autour de ça, ouais. Donc, le truc, c'est que. 70. Ça serait un autre catcheur. Je te dirais, oh, ils vont trouver un truc pour le remplacer. Mais de par la façon dont ils nous ont déjà surpris par le passé, tu vois ce que je veux dire? Il y a 99,9% de chances que ça soit pas lui, hein, on est bien d'accord. Ouais, mais il y a le doute en fait. Il y a le doute. Qui c'est qui pourrait envoyer en fait à la place de Ricky Steamboat? Je suis en train de me demander un catcheur en fait qui a été assez proche le long de la carrière de Ricky Steamboat pour que ça fasse sens, pour qu'il y ait quelque chose qui le lie qui le lie un peu à ça. En fait, je vois pas trop en fait le truc, ou alors ils vont faire venir CM Punk tout simplement. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. À voir. C'est peut-être ça aussi, quoi, parce que. À voir. Franchement, à voir, je sais pas. Je demande à voir. Honnêtement, je demande à voir. Déjà, on aura la réponse. On aura déjà un début de réponse, je pense, lors de collision, déjà. Savoir comment ça va être géré, cette affaire. Parce qu'il y aura forcément une apparition de Ricky Steamboat, j'imagine, déjà, lors de collision. Et après, on verra bien. Oui, on sera vite fixé, hein. On sera vite fixé. Je pense qu'on sera fixé. Soit Ricky Steamboat va accepter et dinguerie. Soit Ricky Steamboat va accepter, mais va dire ce sera quelqu'un d'autre qui me remplace. Soit on aura la réponse des collisions. Oui. On verra bien. On en reparlera la semaine prochaine, de toute manière, je pense. Comme on reparlera de toute manière des faits marquants de All Out, de Payback, et puis on parlera du 1000e épisode d'Impact Wrestling également, parce qu'il y a aussi des grosses dingueries hein, qui sont annoncées. Hein. Il y a vraiment des trucs. J'ai vu les annonces, j'ai fait quoi? Je vous mets littéralement, j'étais bouche bée, j'étais là. Ah, c'est possible. J'ai vu des noms, j'ai vu quoi? Comment c'est possible? Bon, ça va, c'est pas parce qu'ils vont faire un Hulk Hogan Ric Flair qu'il faut non plus se taper les fesses par terre. Hein. Non, mais j'ai vu des trucs, j'ai fait non, mais c'est vrai. Ok.
On en parlera. Des catcheurs qui n'ont pas catché depuis pas mal d'années, une bonne paire d'années, voire même plus, qui vont remonter sur les rings, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, Ok, on en parlera la semaine prochaine. ouais, voilà, on a fini pour cette semaine. On a fait un condensé parce qu'il y avait quand même pas mal d'infos. Ouais, on a fait une bonne petite heure et demie quand même presque. Hein. Ouais, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur All Out, il y avait pas mal de choses sur Payback. Voilà. Bah écoute, on va faire comme d'habitude. Hein. On va dire merci aux personnes qui ont regardé l'émission, que ce soit en live ou en différé. On se donne rendez-vous sur ta chaîne pour le replay. Et on vous dit à la semaine prochaine, les amis. Salut! À la semaine prochaine, à plus!